Nous étions en octobre 1955. Je venais d'avoir 17 ans. J'entrais donc au collège des Deux Tours à Saint-Jean-d'Angély pour préparer le baccalauréat, avec 2 années de retard par rapport aux lycéens qui avaient suivi une scolarité normale. Cet écart était dû, d'une part, à mon redoublement en 6e, et d'autre part à l'année consacrée à la préparation du concours d'entrée à l'école normale d'instituteurs. Je n'étais pas le plus vieux de la classe de seconde dans laquelle j'étais inscrit. Certains de mes camarades étaient encore plus âgés. Mon copain Villotte, lui, avait 20 ans. Il n'était pas rare de trouver, parmi les étudiants du secondaire, des jeunes ayant des parcours tels qu'ils entamaient leurs études secondaires avec plusieurs années de retard comparé à celles et ceux qui suivaient un parcours normal. C'était le cas des élèves des campagnes qui entraient directement en 5e après avoir passé leur certificat d'études primaires dans une école de la région. Ils étaient dans leur 15e année, alors que leurs camarades entrés en 6e à l'âge normal étaient eux dans leur 13e année. Pour peu que le passage direct en 5e les amène à redoubler cette première année de transition, l'écart se creusait vite et expliquait ces retards. Ce retardage n'entraînait pas que des inconvénients. Il avait aussi des avantages. Les lycéens de 15 ans avaient parfois une attitude désinvolte et ne prenaient pas toujours conscience de la nécessité du sérieux à observer pour réussir à coup sûr leurs études. Plus âgés, nous étions plus mûrs et par conséquent moins enclins à chahuter dans les cours. C'était mon cas. J'avais beaucoup galéré durant toutes mes années de collège, notamment au cours des 2 dernières, où j'avais réussi à gommer une grande partie de mes lacunes. La dernière année passée aux cours complémentaires m'avait redonné cette confiance qui me manquait depuis le cours préparatoire après cet apprentissage du français manqué en raison de mes fréquentes angines. J'étais décidé à réussir les 3 années qui devaient m'amener au baccalauréat. La seconde où j'étais inscrit était une seconde moderne. Il existait une seconde A pour les élèves qui étudiaient le grec, le latin et les langues vivantes, une seconde B pour les élèves littéraires qui étudiaient également le latin, une seconde C pour les élèves qui étudiaient le latin, les mathématiques et la physique, et enfin une seconde M pour celles et ceux qui étudiaient les mathématiques, la physique et qui pratiquaient 2 langues, comme les autres secondes précédemment citées, à savoir l'anglais et l'espagnol. Il n'existait pas à Saint-Jean-d'Angély de seconde M' réservée aux élèves ne possédant qu'une langue vivante. Dans ces secondes, la 2e langue était remplacée par l'étude des sciences naturelles, à savoir la biologie. Cette option n'était proposée que dans certains lycées, comme le lycée de Niort par exemple. Personnellement, j'avais abandonné l'espagnol en 3e, après l'année calamiteuse de 4e, où nous n'avions pas vraiment de professeur. Je me retrouvais dans cette seconde en essayant à nouveau de m'adapter. Pour ne rien arranger, le professeur en charge de cette matière, M. Boilard, n'était pas réputé pour faire régner l'ordre dans sa classe. Il s'avéra vite que sa réputation n'était pas usurpée. 2 années allaient encore s'écouler où j'allais perdre mon temps. J'étais dans l'incapacité de pouvoir rattraper mon retard. La classe d'espagnol ressemblait étrangement à ce dicton de l'auberge espagnole où chacun apporte son vécu. Notre section comptait environ 25 élèves. Seuls 4 ou 5 réussissaient à retirer un quelconque profit de l'enseignement de M. Boilard. Les autres s'adonnaient à toutes sortes d'autres tâches lorsqu'ils ne passaient pas leur temps à perturber la classe. Mon voisin de table, spécialiste en dessin humoristique, passait son temps à dessiner des scènes de western. Je dois dire qu'il possédait un réel talent et que ses dessins étaient convoités par pas mal de mes camarades de classe. Il les distribuait d'ailleurs volontiers à ses admirateurs.
Je conclus de cet état de fait qu'il me faudrait passer le bac en espérant combler la perte de points que je ne manquerais pas d'accumuler dans cette matière par les notes obtenues dans les autres disciplines présentes à l'examen. Pour comble de malchance, dès les premiers jours de rentrée, nous apprîmes que nous serions privés de professeur de mathématiques jusqu'au moment où ce dernier reviendrait d'un congé de maladie qui l'éloignait pour un temps du collège. Cela ne m'arrangeait pas. Je comptais bien me rattraper dans cette matière qui était dotée d'un très gros coefficient, tant à l'écrit qu'à l'oral du baccalauréat. Durant les nombreuses heures destinées à l'apprentissage de cette matière, nous étions envoyés en classe de permanence et livrés à nous-mêmes. Ne sachant pas combien de temps nous serions privés de la présence de ce professeur, je décidai que, durant ces heures creuses, j'allais prendre de l'avance en étudiant par moi-même le livre de mathématiques qu'il nous avait été demandé d'acquérir. Bien m'en prit. L'absence du professeur dura tout un trimestre. Au début, cela ne fut pas une tâche facile. Peu à peu, en lisant et en relisant les explications détaillées du manuel, je finis par progresser dans la compréhension des démonstrations couchées sur le papier. Cet exercice intellectuel me rendra service beaucoup plus tard, car j'aurai l'occasion de le mettre en pratique au cours de ma vie professionnelle pour acquérir d'autres compétences. Finalement, au cours des 2e et 3e trimestres, cet effort auquel je m'étais volontairement astreint allait me permettre de briller dans cette matière. Le professeur voulut rattraper le retard dû à son absence, et il n'eut pas le temps de consacrer autant de temps qu'il eût été nécessaire pour que l'ensemble de la classe suive avec profit les cours qu'il dispensait. J'avais cet énorme avantage de revoir ce que j'avais appris par moi-même en autodidacte. Je pouvais mieux assimiler ce que je n'avais pas totalement compris précédemment. Au final, en fin d'année de seconde, je me retrouvai avec la brillante moyenne de 18 sur 20 au contrôle de l'année, et je me retrouvai premier devant ma camarade Hilde Lohan, qui, comme moi, était une excellente élève en mathématiques. En physique, nous avions comme professeur M. Neuvois. C'était un excellent enseignant proche de la retraite. Il était de petite taille, il avait des cheveux hirsutes et une voix perçante. Il avait une excellente réputation et, contrairement à certains professeurs qui se laissaient chahuter, il était craint des élèves. Il enseignait dans le grand amphithéâtre. Nous nous installions dans les gradins. De là où nous étions assis, il paraissait encore plus petit. Il avait l'avantage, du bas de la salle où il se tenait près du tableau, derrière une longue table qui servait pour les expériences, de pouvoir tous nous observer. Aucun mouvement ne lui échappait. Aussi personne ne se risquait à manifester une quelconque hostilité. Lorsque quelque chose lui déplaisait, il portait la main à son front, puis il dressait le bras vers le haut en poussant une exclamation brève et autoritaire. J'aimais beaucoup les cours de physique-chimie. M. Neuvois pratiquait des expériences très parlantes. Il était très exigeant lors des contrôles. Les élèves de l'année précédente nous avaient prévenus. Lorsque des calculs devaient être effectués, il ne fallait pas se contenter de poser les opérations et leurs résultats. Il fallait expliquer dans le détail chaque fait, chaque opération, chaque règle de 3, sous peine de se voir attribuer une mauvaise note, même avec un résultat correct. Était-ce pour éviter que les lycéens que nous étions ne puissent pas copier ou échanger les résultats, puisqu'il fallait tout justifier, tout expliquer? Je ne saurais le dire. Toujours est-il que cette façon de rédiger, qui nous était imposée, me permettra d'apprendre à toujours bien exprimer ma pensée. Cela rejoignait la formule de mon professeur de mathématiques qui nous disait également « Ce qui se conçoit bien s'exprime clairement ». En fin d'année, je finis second de la classe de seconde moderne avec une moyenne de 16 sur 20. Là, c'était Hilde Lohan qui m'avait légèrement devancé. Ces résultats me permettaient d'envisager l'avenir sereinement.
Au baccalauréat, mathématiques et physique étaient crédités d'un coefficient 9, alors que l'espagnol, en seconde langue, n'était qu'une épreuve de l'oral créditée du coefficient 3. Je pouvais, grâce à ces deux disciplines, écrit et oral ajoutés, récupérer largement les points perdus en espagnol. Le français aussi était une discipline à fort coefficient. Nous avions un professeur, M. Bordery, qui arrivait tout droit des USA, où il avait enseigné le français durant une bonne dizaine d'années. M. Bordery avait deux filles brillantes. L'aînée entrait en terminale. Elle parlait couramment le français. Durant les épreuves d'anglais, son professeur, pour toute appréciation, mettait vu 20. Sa jeune sœur entrait en troisième. Elle parlait à peine le français. C'était une virtuose du violon. Ses 3 premiers mois furent assez ardus. Son père était un original. Il nous avait expliqué qu'il lui faisait apprendre 10 mots de français tous les soirs depuis leur arrivée en France. En fin d'année, elle avait rattrapé son retard et elle était devenue une des meilleures élèves de sa classe. En français, M. Bordery avait des méthodes d'apprentissage assez singulières qui nous ont un peu déroutés au départ. Lorsque nous devions faire l'étude d'un texte, nous devions répondre d'un mot à 3 questions sur la compréhension du texte étudié, toujours les mêmes, qui traitaient du plan, du contenu et du style. C'est ce qu'il appelait les cols. Lorsque nous étions interrogés sur ces cols, il n'y avait que 3 notes possibles, 20, 10 ou 0. Pour les dissertations, nous devions présenter notre copie sur une double feuille. La première page ne devait comporter que l'intitulé du devoir. Sur les pages suivantes, nous devions tracer, sur la gauche, une marge de 4 carreaux accolée à la marge existante. Notre dissertation proprement dite devait se trouver sur les 2e, 3e et 4e pages, et elle ne devait en aucun cas dépasser la 4e page. M. Bordery ne corrigeait pas tout ce qui pouvait déborder de cette 4e page. Il était donc inutile d'ajouter une feuille intercalaire. Au début, nous avons eu quelques difficultés à nous plier à cette discipline. Certains parmi nous tentaient d'écrire le plus serré possible pour faire en sorte que l'écrit tienne dans les 3 pages qui nous étaient allouées. Pour ma part, après un temps d'adaptation, je réussis à tirer parti de cette contrainte. J'ai appris, grâce à ce professeur, à synthétiser ma pensée, et cela m'a rendu des services beaucoup plus tard, lorsque, devenu secrétaire dans certaines associations, j'ai été amené à rédiger des comptes rendus de séances. M. Bordery avait aussi une autre particularité. Lorsque la cloche sonnait, en fin de séance, pour nous inviter à changer de classe, pour assister au cours d'un autre professeur, M. Bordery s'arrêtait en plein milieu de la phrase qu'il était en train de prononcer. Il se contentait de refermer son cartable après y avoir rangé ses documents, et il quittait la salle après nous avoir invités à sortir. À la séance suivante, il reprenait là où il s'était arrêté précédemment. Devant notre étonnement, il nous avait expliqué. Il est inutile que je termine ma phrase, car plus personne ne m'écoute à partir du moment où la cloche de la fin du cours retentit. En fin d'année scolaire, j'avais décroché un premier accessit, ce qui signifiait que j'avais obtenu la 4e moyenne de la classe. Je n'ai que peu de souvenirs de mes cours d'anglais en classe de seconde. Ce que je sais, c'est que mon niveau n'était pas très bon. Sauf erreur, ma moyenne générale en fin d'année était de 8 sur 20. Notre professeur était une jeune femme et il ne s'est rien passé de particulier de marquant au cours de cette année. En histoire-géographie, nous avions un jeune professeur, M. Bulk, qui avait la particularité d'être très grand. Il devait mesurer pas moins de 2 mètres et il était très mince. En le voyant marcher, nous avions toujours l'impression qu'il allait se plier en 2. Il était également très ironique. Je me rappelle d'une remarque assez désobligeante qu'il avait faite à une de mes camarades de classe. C'était une bonne élève, mais cette fois-là, elle avait obtenu la meilleure note de la classe à un contrôle. « Mademoiselle de Chauzy, c'est le premier devoir intelligent que vous me faites de l'année. »
à une autre élève, un peu excentrique, assez pin-up, très maquillée, et qui avait toujours tendance à provoquer les professeurs par ses choix vestimentaires et ses attitudes équivoques. « Mademoiselle Gaillard, je ne vous demande pas la couleur de votre soutien-gorge. » À part cela, M. Bulk était un très bon professeur, très intéressant dans ses cours. Il n'y avait pas de chahut dans sa classe. Là encore, j'avais trouvé à m'épanouir, et en fin d'année, j'avais obtenu le premier prix dans ces deux matières avec une moyenne de 16/20. Mes résultats scolaires étaient parvenus jusqu'aux oreilles de mes anciens professeurs du cours complémentaire de maths. J'appris par ma cousine Claire-Lise, qui était en 4e dans ce même établissement, que M. Rivet, celui qui m'avait tant fait la guerre durant ma scolarité de la 5e à ma première année de 3e, ne tarissait pas d'éloges à mon égard et me citait en exemple auprès des élèves dont il avait la charge.